Je vais un peu décrire ce qui se passe au niveau des panneaux qui sont dans le fond du jardin. Donc les 13 qui sont là-bas. Et je parlerai plus tard, si j'arrive à faire tourner la caméra, des 4 qui sont là, qui sont différents. Mais là, dans un premier temps, je parle des panneaux qui sont là-bas. Un panneau photovoltaïque, ça génère du courant continu. Donc là, j'ai en tout 13 panneaux. Ceux-là, c'est les premiers qui ont été installés, c'est des 355 watts. Ceux-là, ceux derrière, de la deuxième génération, 360 watts. Et après, j'ai toute une série de panneaux là. Merde. D'accord, ceux-là. Là, j'en ai 4, 5. Un qui est derrière. Celui-là, c'est même un 420 watts. Et les 4 qui sont là devant, c'est des panneaux de 400 watts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un panneau photovoltaïque, merde, si ça enregistre, ok. Un panneau photovoltaïque, ça génère du courant continu. Donc ce qui sort du panneau, là, ces deux fils là qui viennent donc du panneau, c'est un plus et un moins. Alors sur un panneau de 400 watts, ça veut dire qu'il y a 40 volts, 10 ampères. Donc il y a une seule formule que vous avez besoin de connaître pour faire toute l'électricité, c'est ça. P en watts, la puissance en watts égale U, la différence de le volt, et I en ampères. Donc, quand je dis qu'ici c'est un panneau de 400 watts, je regarde sur la doc, vous pourrez aller voir vous-même, et vous verrez que il y a un VPP qui est de 34,2 volts et un IMP qui est de 11,7 ampères. Donc en ordre de grandeur, ces panneaux, quand ils débitent, ils font à peu près chacun 35 volts, 12 ampères. Si vous faites la multiplication, vous verrez bien que ça tombe sur 400 watts. Le panneau, comme je l'ai dit, génère du courant continu. Donc c'est le courant continu, il y a un plus et un moins. C'est pas du tout ce qui est utilisé par la maison. La maison elle utilise du courant alternatif. Donc là, derrière chaque panneau, il y a un dispositif en phase qu'on appelle un micro-onduleur. Donc c'est un dispositif qui va convertir le courant continu, donc en gros 35 volts, 10 ampères, courant continu, en 220. Donc ça, c'est la sortie 220. Donc là, j'ai courant continu qui rentre. Là, j'ai le 220 qui sort. Donc comme j'ai 13 panneaux, j'ai 13 de ces dispositifs. Et ce qui sort là, c'est une phase et un autre. Et chacun de ces 13 micro-inverteurs sort une phase et un autre, pour lequel il est 220. Et toutes ces phases et tous les nœutres sont connectés en parallèle. Et ça me donne une grosse phase, une grosse neutre, qui correspond à la puissance totale de mes 13 panneaux, qui repart vers la maison. Vous voyez, les micro-inverteurs, ils sont en parallèle. Et donc les 13, si on suit le câble, les 13 micro-inverteurs, ils ont une entrée pour chacun de leurs panneaux dédiés. Et toutes les sorties, phases et neutres, sont en parallèle et vont repartir vers la maison. Il existe un troisième câblage qui est la terre. Alors, ça c'est la terre, j'en reparlerai plus tard, mais c'est une protection anti-foudre. Donc, c'est la carcasse métallique, donc la carcasse métallique des supports, la carcasse métallique des panneaux, qui sont connectés tous ensemble par ce gros fil vert et jaune. Donc a priori tous les panneaux, enfin toutes les carcasses métalliques de tous mes panneaux, toutes les installations, ceux là-bas, ceux-là, sont connectés ensemble par un grand fil, enfin une série de fils vert et jaune. Et ça c'est la terre, et la terre va repartir également vers la maison. Donc on va aller voir à l'endroit où tous ces 13 panneaux se rejoignent avant de repartir vers la maison. Donc c'est là. Donc là, vous avez l'ensemble des phases et neutres venant de tous les panneaux qui arrivent. Et là, ça repart vers la maison dans ce tube rouge. J'y reviendrai, mais ce tube rouge, il va jusqu'à la maison. Je décrirai un peu son chemin plus tard. Donc là, il y a le premier niveau de protection, qui est une protection dans laquelle il y a je crois que j'avais même mis une prise, mais il y a un interrupteur différentiel, 30 mA, et un disjoncteur, qui est un disjoncteur combien de 20 ampères. Et donc ça permet d'isoler le champ de panneau
du rouge qui repart à la maison. Donc si vous voulez un jour, c'est une façon, je dirais, simple d'isoler le champ de panneaux, si jamais un jour on voulait intervenir sur le fil rouge, sur le câble rouge, ce qui est très probable. Donc dans la vraie vie, j'y touche jamais à celui-là. Je coupe plutôt au général dans la maison, si jamais j'ai besoin de tout couper. Enfin, sachez qu'il y a une protection qui est ici. Donc là, on voit par exemple les fils de masse qui connectent la carcasse métallique des panneaux, qui connectent la carcasse métallique des supports ensemble. Et tout ça, à la fin de la journée, ça rentre dans ce fil rouge, dans ce tuyau rouge. Donc pour revenir sur la masse, c'est la masse, c'est pas nécessaire pour le fonctionnement du 220. Hein. Le 220 il va repartir vers la maison. Par contre, c'est de la protection contre la foudre. Donc si jamais le panneau est protégé, est tapé pour la foudre, la décharge va repartir dans le fil de masse, et le fil de masse, la masse elle repart dans la maison au même titre que le 220, et elle est connectée à la masse de la maison. Donc c'est la masse de la maison qui a priori une masse faite professionnellement par préf électrique qui va absorber le choc. Honnêtement, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe si tu mets pas la masse. Je pense que si tu mets pas la masse et que tu sors dans l'orage et que tu mets la main sur la carcasse métallique et que tu attends un éclair, tu risques de te faire électrocuter. Maintenant, il faut être vraiment très con pour sortir pendant l'orage et se mettre la main sur la carcasse électrique. Mais bon, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Donc les trucs sont connectés à la masse. Un petit caveat. Là, a priori, je pense que ce genre de connexion est bien. Sur des trucs comme ça, les panneaux sont anodisés. Donc j'ai essayé de gratter de façon à être sûr qu'il y a une bonne connexion galvanique, une bonne connexion électrique avec la carcasse des panneaux elle-même. Donc je parle de cette carcasse-là et je parle pas de ça. Ça, a priori, c'est bien connecté à la masse. Je parle du truc comme ça, la carcasse des panneaux. C'est anodisé, j'ai gratté. J'ai jamais vraiment fait le test, voir s'il y avait une vraie continuité électrique. Bon, voilà. Faut pas le dire. En ordre de grandeur, chaque panneau fait à peu près 400 watts. Il y en a qui sont un peu plus, il y en a un qui est un peu plus gros, il y en a qui sont un peu moins. Mais c'est à peu près 400 watts si vous voulez faire un calcul mental rapide. Donc 400 watts multiplié par 13 ampères, par 13 panneaux, ça vous donne, je dirais, à peu près 5000 watts crête d'énergie électrique. Bon, sachant que on va pas obtenir 5000 watts au compteur parce que premièrement les panneaux, il y a des pertes. Le rating des panneaux qui est écrit sur la datasheet, c'est dans des conditions idéales. Et ensuite, il y a les micro-onduleurs qui ont leurs propres caractéristiques. Donc en ordre de grandeur, j'ai 5000 watts crête ici et disponible au compteur, j'ai à peu près 3900, un petit peu moins de 4000 watts. Au niveau de l'inclinaison, alors les panneaux, enfin, il y a plusieurs générations. J'ai essayé quand même de les configurer de façon à ce qu'ils soient optimisés pour l'hiver. Donc un panneau qui est optimisé pour l'hiver, il est très redressé. Il est plutôt proche de la verticale que de l'horizontale. Donc ceux-là, vous voyez, enfin si vous ne voyez pas, mais il y a des petites cales en dessous là, dans lesquelles je monte le bac pour un peu les relever. Ceux-là, ils ne le sont pas parce que la mécanique ne me permet pas de le faire. Donc le truc il est posé, voilà. Il est posé normalement. Donc ceux-là ils sont pas vraiment optimisés. Ils sont optimisés pour rien, ils sont optimisés pour la mi-saison. Et ceux-là, c'est des. J'en avais marre de payer la peau des fesses pour acheter les montants, les trucs en métal, là ça coûte une fortune. Donc j'ai commencé à les faire moi-même avec des tringles et j'en ai profité pour les faire un peu réglables. Donc en fait on peut les relever. Moi je vous conseille pas trop d'y toucher. Ils sont, enfin il faut aller voir, enlever l'herbe et bouger un peu les trucs. Globalement on prend et puis on les soulève, enfin on les met encore plus à l'horizontale, à la verticale si on veut qu'ils soient vraiment complètement pour l'hiver. Là ils sont pas mal pour l'hiver. Qu'est-ce que j'allais dire? Horizontal pour l'hiver, l'hiver c'est simple, pour que le panneau soit au maximum de son rendement, il faut que le soleil soit plus ou moins perpendiculaire au panneau. Et comme l'hiver le soleil est bas sur l'horizon,
ben, il faut que le panneau soit plus relevé, plus à la verticale qu'en été où le soleil est beaucoup plus haut sur l'horizon. Faites un crowbar si vous voulez vous convaincre de la chose. Donc ceux-là, ils sont relativement verticales, ils sont relativement positionnés pour l'hiver. Alors pourquoi je préfère le mettre pour l'hiver? Je pourrais changer deux fois par an. J'ai commencé à faire comme ça. Maintenant ça me gave, je change plus, je le reste en position hiver tout le temps. Ben, l'été, je perds un peu de production, mais je m'en fous un peu parce que l'été, de toute façon, j'ai trop de jus, trop de production. Et l'hiver, ben, c'est là où j'ai vraiment besoin d'électricité. Donc, c'est pour ça que j'en perds un peu l'été, je m'en fous. Mais je vais le maximum l'hiver et c'est là que je m'en fous pas. Les panneaux, vous voyez, en fait, comme je les ai installés à des moments différents, hein, donc il y a eu 4 ou 5 générations d'installation, donc ils sont connectés entre eux avec ce câble. Donc là, il y a un seul panneau sur ce micro-onduleur. Ils sont connectés entre eux avec ce petit tuyau vert. Donc qui va, leur tuyau vert, il va de là à l'endroit où tout se rejoint là-bas. Et il est caché dans l'herbe. Un micro-onduleur, donc si on veut le regarder, voilà, ça c'est un truc qui est censé durer 25 ans, c'est de l'électronique vraiment très performante. Si vous voulez voir, alors ça se voit peut-être pas bien, mais là il y a une loupiote. Non, j'arriverai pas à la faire. Mais il y a une loupiote verte, une LED verte qui clignote. Quand vous regardez en dessous, là il y a une petite LED verte, je n'arrive pas à la filmer, mais quand elle clignote toutes les, je dirais, 4-5 secondes en vert, c'est que le micro-onduleur fonctionne bien correctement. Je pense que les micro-onduleurs sont alimentés par le jus des panneaux, donc ils ne fonctionnent pas la nuit, mais ça c'est à peu près normal. Donc là c'est encore un des micro-onduleurs, avec sa connectivité qui va bien. Donc bon, j'ai essayé de faire des connexions étanches, mais là il y a du 220 qui se trimballe. Hein, donc voilà, si jamais vous avez à intervenir là-dessus, sur les panneaux ou quoi que ce soit, il faut couper. Donc une des façons de couper, c'est de couper là. Mais moi je coupe directement en général, ce qui est plus simple. Mais dans tous les cas de figure, n'intervenez pas sur la partie 220 sans couper, naturellement. Une autre chose importante à savoir, c'est que ces panneaux sont connectés au réseau. C'est-à-dire que si le EDF tombe, s'il n'y a plus de jus à EDF, les panneaux arrêtent de produire. Donc une façon simple de couper les panneaux, c'est de couper le jus. Dès que le jus est coupé à la maison, le 220 de la maison n'est plus disponible venant d'EDF et les panneaux arrêtent de produire. Donc ça, c'est comme ça que ça marche. 95% des installations solaires en France sont en autoconsommation connectées au réseau. Quand tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de production, même si tu as plein de soleil. Alors, ce que je viens de raconter est vrai, c'est-à-dire que si EDF est coupé, les micro-onduleurs ne vont pas générer tout seul du 220. Donc ils ne génèrent pas de puissance, donc la partie 220 des micro-onduleurs, donc leur sortie, est inactive. Par contre, l'entrée des micro-onduleurs, donc la partie courant continu, si les panneaux sont illuminés, il y a une tension à cet endroit-là. Donc c'est pas vraiment un problème dans le cas qui nous préoccupe en ce moment. Pourquoi? Parce que premièrement, déjà le fil qui va des panneaux au micro-onduleur, c'est un fil de 50 cm de long. Il n'y a aucune raison que vous alliez quelqu'un aille tripatouiller là-dedans. Et puis deuxièmement, bon, un panneau, on a vu, ça fait à peu près 35 volts. 35 volts, en courant continu, c'est pas une tension qui est mortelle. Donc je pense que si on touche le plus et le moins avec les deux mains, on va sentir un picotement, mais on va pas mourir. Donc c'est pas hyper dangereux. À ceci, enfin quand même avec un caveat, comme on dit, c'est que si vous faites un court jus, si vous prenez les deux fils plus moins du panneau et vous faites un court jus, vous allez avoir des étincelles qui risquent d'abîmer le connecteur, d'abîmer le câble. Donc en résumé, il n'y a aucune raison d'aller tripatouiller sur la partie courant continu. Si jamais il y a besoin de le faire, c'est important soit de le faire la nuit, soit bêtement de couvrir les panneaux avec une bâche de façon à ce qu'ils ne produisent pas.
Alors ça, c'est ce disclaimer, il est sur les panneaux qui sont dans le fond du jardin, parce que chaque panneau est individuel. Par contre, si on parle des panneaux, j'en parlerai plus tard, des panneaux qui sont dans le potager, ceux-là, ils sont différents, et là, les panneaux sont connectés en série. Donc si vous connectez en série deux panneaux de 35 volts ou de 40 volts, vous obtenez une tension qui s'additionne. Donc par exemple, ça fait 35 fois 2, ça fait 70 volts. Là, 70 volts, c'est une tension qui est dangereuse, je pense que c'est même une tension mortelle. Donc pour quand on connecte des panneaux en série, euh, c'est très très important de jamais intervenir sur la partie courant continu, la sortie des panneaux, sans les couvrir ou sans faire ça la nuit, parce que là la tension est mortelle. Et deuxièmement, si vous faites un court-jus, là vous aurez vraiment des grosses étincelles qui risquent de faire fondre les connecteurs, faire fondre le câble et tout, donc c'est pas une bonne idée. Donc voilà. Que j'ai oublié au niveau du courant continu. Donc là, je prends un micro-onduleur, j'ai bien le plus et le moins qui vient des panneaux en haut et le 220 qui repart en bas. Du courant continu, il faut jamais le connecter ou le déconnecter sous tension, sous charge. C'est-à-dire que si le panneau est en train de produire, il ne faut pas commencer à ouvrir ou fermer ce circuit. Ça crée des arcs électriques, et un arc électrique, une fois qu'il est créé, il ne s'arrête pas. Un arc électrique, c'est globalement des flammes, hein. Donc bon, ici il n'y a rien qui va prendre feu a priori, mais si les panneaux étaient sur un toit, ça serait plus problématique. Mais de toute façon, du courant continu, on ne déconnecte ou connecte jamais sous charge. Donc si vous voulez jamais un jour vous voulez intervenir sur ces trucs-là, vous faites la nuit ou le soir, ou vous couvrez les panneaux avec une bâche. Mais voilà, c'est très faire attention. A priori, vous n'aurez jamais besoin d'aller trifatouiller là-dedans, à part si vous devez changer un micro-inverteur, pourquoi pas. Mais moi, quand j'interviens sur cette partie-là, sur la partie courant continu, je le fais le soir, une fois que le soleil s'est couché, qu'il n'y a plus de production. Et pour être sûr de mon coup, je mets une bâche un drap sur le panneau. Le 220, encore une fois, si vous coupez, comme je vous montrerai dans une autre vidéo, au secteur, il n'y aura plus de 220. Si vous coupez là, le 220 du réseau n'est plus disponible au panneau, et donc les panneaux arrêtent de produire. Les panneaux s'arrêtent de produire quand le 220 n'est plus disponible. Alors il y a deux raisons, enfin ça c'est pour si ça vous intéresse. Une raison technique, c'est que les micro-onduleurs ils ont besoin de se synchroniser au 220 du réseau. Enfin, ils ont besoin de voir un signal réseau. Ils ont besoin de voir un signal 220 et ils vont s'asservir sur ce signal 220. Donc ils ont besoin de quelqu'un leur donne du 220. Donc la première raison, c'est que techniquement les micro-inverteurs ont besoin de 220. Il y a une deuxième raison qui est une raison légale, c'est que légalement, si le Enedis coupe le jus, les panneaux doivent légalement s'arrêter de produire, parce que Enedis veut pas qu'il coupe le jus pour intervenir sur une ligne et moi je commence à générer du courant sur la ligne. Le gars de Enedis, il va se prendre une décharge, il va tomber de son échelle, il va se tuer. Donc voilà, plus de jus au réseau, plus de jus sur les micro-inverteurs. C'est la vie. Bon, alors ce que je viens de dire, plus de jus sur le réseau, plus de jus Enedis, plus de jus sur le micro-inverteur, disons c'est vrai dans 95% des cas. Moi j'ai une installation assez complexe, assez élaborée je dirais, et je peux me mettre dans une configuration où même s'il n'y a plus de jus à Enedis, je peux utiliser ces panneaux pour alimenter la maison. C'est une configuration très exceptionnelle que j'ai pas testé encore, j'en parlerai plus tard. Donc les trucs sont lestés hein, naturellement, parce qu'il y a quand même une méga prise au vent, donc c'est du lest avec des trucs que j'ai achetés à Bricomarché, divers et variés. Là ça se voit pas, mais il y a sous l'herbe il y a du lest. Bon, ça fait 3 ans qu'ils sont là, j'ai pas eu de problème avec le vent jusqu'à présent. Vers la neige, ceux qui sont relativement verticales, ils vont se purger tout seuls. Donc ceux-là, a priori, ils vont assez vite se remettre à produire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffit qu'il y ait juste une bande en bas, sur toute la largeur de glace, pour que le panneau ne produise rien du tout. Donc même s'il y a 95% du panneau qui est découvert, mais il y a juste de la glace en bas, ou de la neige en bas, ça va gêner la production.
Donc n'y allez pas avec des trucs, n'allez pas nettoyer avec des trucs qui peuvent rayer. Hein. Moi j'attends que le soleil réchauffe un peu, puis après avec un balai tout con, ça tombe tout seul, hein, si vous voulez nettoyer. Sinon vous attendez que le soleil tape suffisamment pour que le truc se réchauffe et qu'il se dégorge tout seul. Ceux-là encore une fois la neige va partir assez rapidement. Ceux-là, comme ils sont un petit peu moins à l'horizontale, ça va partir un petit peu moins long, moins rapidement. Ça va un peu plus s'accumuler au bas. Bon bah voilà, c'est la vie. Hein. Fil rouge, ben il repart jusqu'à la maison. Je vais vous montrer juste au Linky, sur le panneau tableau. Donc c'est des câbles qui sont des câbles de bonne dimension. Je crois que qui sont même surdimensionnés par rapport à la puissance. Donc ben voilà, on revient à notre formule. Qu'est-ce que c'est que la puissance qui tourne dans ce câble? Ben, je veux dire, on se souvient que l'ordre de grandeur du champ, c'est à peu près 5000 watts. On regarde notre pense-bête, hein, 5000 watts. C'est du 220, enfin du 230 même, donc 5000 watts divisé par 230, vous avez l'intensité en ampères, donc faites le calcul, c'est à peu près un petit peu moins de 20 ampères. C'est un peu moins de 20 ampères qui circulent ces câbles. 20 ampères, un câble comme ça, il est surdimensionné, mais bon, il y a de la distance. Hein. Quand on regarde les câbles qui sortent des micro-inverteurs, ils sont un peu plus faibles, donc je crois que je pense que c'est du 6 mm carré, alors que j'aurais pu peut-être laisser du 2,5 mm carré, mais bon, j'ai pas voulu mégoter. Donc c'est pour ça que le disjoncteur qui est là, c'est un disjoncteur 20 ampères, parce que le maximum du courant qui va passer dans ce circuit électrique, c'est du 20 ampères. Naturellement, il n'y a aucun courant qui va jamais venir de la maison pour alimenter les panneaux. Hein. C'est pas comme ça que ça marche exactement dans l'autre sens. Donc, le petit câble rouge, enfin le tuyau rouge, donc voilà, il part de là. Il est sous l'herbe, donc j'ai jamais pris le temps de l'enterrer. Je voulais l'enterrer, j'ai jamais pris le temps de le faire. Donc il est planqué sous l'herbe. Il passe là dans l'herbe. Si vous voulez un jour le suivre, vous ne pouvez pas le retrouver facilement. Il passe quelque part là-bas dedans. Il passe derrière les 4 panneaux qui sont ici, dont je parlerai plus tard, qui eux fonctionnent de façon complètement différente de ce que je viens de décrire. Et le câble, enfin le tuyau rouge, il passe là quelque part. Là, il me semble qu'il passe entre l'arbre là et le piquet des vaches. Donc il circule là. Alors j'ai essayé de planter il doit passer quelque part par là. Faites gaffe, là il y a aussi un tuyau vert qui correspond aux 4 panneaux dont je n'ai pas encore parlé. Là je parle bien du tuyau rouge, il doit être quelque part là. Voilà, donc là il est dans l'herbe, enfin il est à l'air libre mais dans l'herbe. Bon, faut voir que le tuyau c'est déjà un truc qui protège le câble, et le câble est déjà méga protégé lui-même. Hein. Et il doit arriver quelque part là, sur le chemin là, alors l'herbe le cache, mais il n'est pas enterré. Donc si jamais vous commencez à faire de la tondeuse ou quelque chose là, faites super gaffe. Hein. Alors du fil, ça va pas attaquer le tuyau, mais la protection, mais faites gaffe. Là, il y a quelque part, encore une fois, il y a 4 niveaux de protection en plastoc, mais là, il y a le tuyau qui part. Vous voyez, j'ai mis un piquet là, donc il doit passer là. Il me semble qu'il y a un autre piquet quelque part qui montre un peu son trajet. Donc il fait le tour, passe derrière le piquet. Bon, moi je vais faire le tour parce que sinon je suis en croque pieds nus. Il passe un peu au-dessus là. Tchac, il doit passer au-dessus. On le voit un peu quelquefois l'hiver. Il passe derrière l'arbre. Et on le voit là. Voilà, il passe derrière l'arbre. Et là, il repart vers la maison. Donc là, merci Bertrand, a fait une tranchée. Donc c'est le seul endroit où il est enterré. Donc ce tuyau rouge est enterré. Et il arrive là-bas dedans. Quelque part là-bas dedans.
Et là, il y a un trou dans le mur et il ressort de l'autre côté. Si vous vous souvenez de la maison, de l'autre côté c'est le coffret électrique de la maison. Donc le 220 qui arrive des panneaux, donc les 4000 watts, entre 4, ouais, un peu plus, 4000 watts utiles des panneaux, ils arrivent là-dedans et ils passent un trou, ils arrivent dans la maison, et ça c'est une autre séquence. Ce coffret-là n'a rien à voir avec les panneaux, il est pour le gîte et la borne de recharge de voiture. D'accord, donc ça sera l'objet d'une autre discussion. Mais voilà le trajet du petit fil rouge, enfin du câble rouge qui amène l'électricité des panneaux solaires.